Bienvenue sur CivilNet. On a Taline Papazian qui est avec nous. Elle est politologue, directrice générale d'API Armenia Peace Initiative et chargée de cours. Bonjour Taline. Bonjour Annie. Donc, on va commencer par le sujet qui est le plus brûlant là en ce moment en Arménie. Donc depuis le 19 avril, on va peut-être remettre un peu en contexte. Le 19-20 avril dernier, donc le premier ministre Nikol Pachinian, le premier ministre arménien, a annoncé la reddition de 4 villages du Tavouche. Ce sont des villages frontaliers. La reddition à l'Azerbaïdjan, ce sont des villages qui appartenaient à l'Azerbaïdjan dans l'Union soviétique et qui, suite à l'indépendance des pays de l'Union soviétique et au conflit qui a suivi entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, l'Arménie a occupé des territoires en fait azerbaïdjanais par mesure de sécurité pour sécuriser ses frontières. Et puis le 19-20 avril dernier donc, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont conclu un accord pour assurer en fait le début du processus de démarcation. C'est un thème dont on n'arrête pas de parler depuis plusieurs années, depuis la fin de la guerre de 2020. Et donc pour assurer également la normalisation des relations en tout cas le début de normalisation des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Évidemment, gros polémique parce que les Arméniens ont le sentiment qu'il s'agit d'une concession unilatérale supplémentaire de la part de Pachinian et qu'en face, en fait, l'Azerbaïdjan fait absolument aucune concession. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette décision ? Tout d'abord, Annie, puisque vous avez refait une mise en contexte, je vais ajouter quelque chose à cette mise en contexte, c'est que cette déclaration, en fait, a suivi une autre déclaration, et je crois que c'est d'elle qu'il faut repartir, faite le 19 avril, bilatérale, donc une déclaration qui a été la même du côté de l'Arménie et du côté de l'Azerbaïdjan, et qui est le résultat du travail de la commission intergouvernementale sur la délimitation des frontières. Donc je préférais qu'on reparte de cette déclaration-là, parce que quand on met en contexte une déclaration seulement du Premier ministre arménien, on se met quelque part en position d'aborder cette question, en effet, sous le préjugé ou le regard de concession unilatérale. Donc j'en arrive à votre deuxième question. Est-ce que c'est des concessions unilatérales ou pas ? Je crois qu'il faut se poser la question dans les termes suivants. Qu'est-ce qu'on entend par concession ? Est-ce que dans un processus de délimitation des frontières, il s'agit de faire un comptage au centimètre carré de qui va donner quoi et de regarder la question uniquement sur le plan des territoires ? Ou est-ce qu'il ne faut pas essayer de s'extraire un peu le nez, j'allais dire, du guidon et regarder le tableau plus large ? On est de toute façon, et ça il faut le rappeler, je crois, à tous les auditeurs, dans une situation qui est marquée par la dissymétrie depuis 2020. Cette dissymétrie n'a fait que s'accroître. Elle s'est accrue en 2021, on l'a vu avec les agressions armées de l'Azerbaïdjan sur l'Arménie. En 2022, rebelote, agression plus large à Djermoug et dans d'autres endroits du territoire. Dans 2023, ça c'est le sud de l'Arménie. Absolument. 2023, nettoyage ethnique de l'Artsakh, suite à une agression militaire massive. Donc on est dans cette situation dissymétrique totale. Ça veut dire que on ne peut pas partir de l'idée qu'il y aura, pour régler les multiples problèmes entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, un genre d'accord global où chaque partie donnera autant que l'autre recevra. Donc déjà, éliminons cette hypothèse d'emblée. Donc, est-ce qu'il s'agit de concession ? Non, parce que l'Arménie gagne quelque chose. Donc, sur un plan strictement territorial, l'Arménie ne gagne rien, c'est certain. Mais en revanche, l'Arménie gagne la fixation d'un principe juridique et politique qui servira de base à l'intégralité du processus de délimitation. Ce principe, vous le connaissez aussi bien que moi, Annie, c'est le rappel que c'est la déclaration d'Alma-Ata qui sert de base à la future délimitation. Une déclaration des années 90, justement, donc c'est quoi ? On peut peut-être parler un petit peu plus de cet accord pour que ça soit plus clair. Oui, tout à fait. Ça va en effet au-delà d'une déclaration. C'est un document signé par la quasi-totalité, pas toutes les républiques de l'ancienne Union soviétique, au moment de la dissolution de l'URSS, donc fin décembre 1991, dans lequel il y a tout un tas de provisions qui permettent la séparation de ces républiques de l'Union soviétique, donc de la Fédération soviétique mère, si je puis dire. Et une des dispositions qui existent dans ce protocole, c'est de dire que les frontières administratives intérieures des RSS, des républiques socialistes soviétiques, telles qu'elles sont à date, deviennent des frontières internationalement reconnues. Donc c'est sur cette base-là que l'Arménie rentre à l'ONU, que l'Azerbaïdjan rentre à l'ONU, etc. L'acceptation de cette base juridico-politique pour la délimitation n'était pas gagnée.
du tout. Alors ça peut paraître peut-être peu, ça peut paraître peut-être à certains dérisoire. Évidemment, tout le monde a des craintes que les choses n'aillent pas à leur terme et que l'Azerbaïdjan ne respecte pas cette déclaration de principe. Je signale au passage que, vu ce qui se passe en Arménie en ce moment, nous pouvons avoir des craintes que les Arméniens non plus, peut-être, ne puissent pas aller ou soient empêchés d'aller jusqu'à la réalisation pleine de cet accord préalable. Et donc, je disais au début, c'était pas gagné, et l'Arménie a quand même réussi à obtenir ça. Et plus que ça, parce que si vous voulez, on rentrera un peu plus dans le détail de la déclaration un peu plus tard. Mais il y a des dispositions intéressantes dans cette déclaration du 19 novembre. Il y a aussi autre chose, c'est que les personnes, enfin donc comme on l'a dit, donc l'Arménie gagne un début en fait, on met les bases un peu plus officielles en place. J'ai envie de dire, l'Azerbaïdjan, il gagne aussi beaucoup vu qu'elle reprend ses territoires, mais d'un autre côté, pourquoi les gens parlent de concession? Ça, c'est un truc sur lequel je voudrais qu'on revienne. C'est la notion de concession, c'est un tout, c'est-à-dire que c'est pas le résultat de cette décision, en fait, que les gens commencent à parler de concession unilatérale. Avant ça, on avait également des demandes au niveau de l'Azerbaïdjan de changer la constitution arménienne, d'enlever le Haut-Karabakh de sa constitution, de parler du mot Artsakh ne doit pas être prononcé. Donc, c'est vraiment une ingérence dans, en fait, la souveraineté de l'Arménie. C'est quelque chose du côté de la Turquie. On a aussi la Turquie qui refuse qu'on accepte, qu'on utilise le symbole du mont Ararat chez nous, et ça a l'air d'être accepté du côté de Pachinian. Et donc à chaque fois, on a l'impression que ces concessions des deux... Évidemment qu'on est dans une situation de faiblesse en Arménie, mais tout de même, on a l'impression que c'est fait que d'un côté, et c'est surtout que les personnes argumentent en disant, les gens, les différents mouvements qui s'opposent à la décision de Pachinian disent que cette concession, en fait, n'apporte aucune concession du côté de l'Azerbaïdjan. Par exemple, le fait que en 2021 et en 2022, il y a eu une invasion du côté, une attaque du côté de l'Azerbaïdjan sur le territoire souverain de l'Arménie, et la prise de plus ou moins 200 km² de territoire arménien qui sont à ce jour sous contrôle azerbaïdjanais, et qu'en échange, nous, on donne et on ne reprend pas ce qui est à nous, en fait. Bien sûr que toutes ces craintes et tous ces arguments sont tous à la fois compréhensibles et valables. Certes, l'Azerbaïdjan tente sans arrêt d'avoir un peu plus, de demander une chose en plus, de faire pression par un autre côté, et y arrive assez bien. Mais je crois qu'il faut se concentrer sur les choses concrètes sur lesquelles il y a des débuts d'accord. Et là, on a quelque chose de concret, une solution que j'appellerais raisonnable, qui est trouvée de manière bilatérale, qui commence à recevoir un début d'exécution. Et là, on en arrive aux autres points qui sont stipulés dans cette déclaration. Il y a également des choses très concrètes en termes de calendrier qui ont été spécifiées dans la déclaration du 19 avril. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. La première date qui a été donnée, c'est celle du 15 mai. Donc, c'est dans pas très longtemps. La semaine prochaine, les deux parties devront s'être accordées sur les détails du transfert dans un protocole qui sera co-signé. C'est ainsi que c'est prévu, en tout cas, dans la déclaration du 19. Et puis, il y a une autre date importante qui est, je crois que c'est 1er juillet, en tout cas c'est juillet 2024, c'est-à-dire que d'ici au mois de juillet, c'est le délai de réalisation qui est accordé pour la délimitation de cette section pilote. Parce que les 4 villages, comme on les appelle, mais je reviendrai aussi sur cette appellation de 4 villages, c'est une section pilote pour la délimitation. Pour le dire un peu simplement, si cette section pilote se déroule correctement, se déroule bien, ça sera un encouragement, j'allais dire, à pouvoir continuer, à pouvoir, opérer sur les autres sections la délimitation. On disait tout à l'heure, on a l'impression qu'il y a tout le temps des concessions unilatérales, mais là, c'est un peu la première chose concrète sur laquelle les deux pays se sont accordés. Donc, pour le moment, je trouverais ça plus, raisonnable de ne pas aller mettre la charrue avant les bœufs. On ne sait pas ce qui va se passer pour la Constitution, on ne sait pas ce qui va se passer pour les symboles. Tu dis, mon avis là-dessus, c'est que c'est pas la peine d'aller toucher aux symboles. Mais on va pas forcément emmener la discussion là-dessus aujourd'hui. Restons sur ce qui a été déclaré le 19 avril. Peut-être aussi que si, là j'émets une hypothèse, peut-être que si cette section sur la délimitation se passe bien et que les deux parties
marque quelques petits points de confiance réciproque sur un travail très concret là, qui est en cours, eh bien peut-être que sur d'autres choses qui sont importantes pour nous, très importantes, hein, on parlait des symboles, mais les symboles c'est bien plus que des symboles, on le sait, eh bien peut-être que là-dessus la pression s'amoindrira. Il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, mais je suis sûre que vous allez me poser la question à un moment ou à un autre, c'est la question des voies de communication. Et vous voyez que pour le moment, la question des voies de communication, qui est ô combien épineuse, ô combien sensible, et sur laquelle les partis ne sont pas d'accord, elle est laissée à l'écart. Et c'est plutôt bien. Donc le problème aussi des voies de communication dans cette région, c'est que ces chemins-là, qui vont être donc sous contrôle azerbaïdjanais, en fait, passent par l'Arménie. Et en fait, c'est les voies de communication qui permettent d'accéder aussi à la Géorgie. Et c'est aussi des voies de communication économique pour ces petits villages. Et donc, quand on entend souvent, on a beaucoup de nos journalistes qui se rendent sur le terrain pour parler plutôt aux gens. Et au-delà de tout ce qui est politique, et ce qu'on entend souvent aussi de la part de ces villageois, c'est bon, ils se sentent dans l'insécurité, ça c'est sûr, ils se sentent dans l'incertitude d'un futur, et en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'eux, ils vont tout perdre et ils savent même pas comment ils vont gérer tout ça, parce que ça fait des années qu'ils ont des maisons qui sont là, qu'ils ont leur potager, qu'ils ont mis toute leur vie et leur âme là-dedans. Comment on peut dire à ces gens-là, bah voilà, ton voisin va être azerbaïdjanais encore plus proche de toi, mais c'est bon, c'est pas grave, on va assurer ta sécurité. Ça veut pas dire que c'est une insécurité quand on voit que l'adversaire, quant à lui, est plutôt dans une démarche plutôt agressive. Jusqu'à maintenant, on a peut-être fait un pas en avant sur papier, mais en pratique, quand on voit les discours d'Ilham Aliyev de manière générale, ce sont des discours qui sont très agressifs à l'égard de l'Arménie encore maintenant, et même auprès de la population azerbaïdjanaise. Il y a vraiment une aigreur, quoi, même, voire plus, une haine à notre égard. Donc, est-ce que finalement, ce sentiment d'insécurité, elle n'est pas légitime aussi auprès de ces Bien sûr que le sentiment d'insécurité des villageois est légitime et compréhensible. Maintenant, là aussi, essayons de diviser le problème en plusieurs morceaux. Il y a un sentiment d'insécurité générale qui tient à ce que vous avez décrit, d'animosité de plusieurs décennies, et donc de la peur d'un ennemi qui se rapproche physiquement. Alors qu'en fait, on sait bien qu'aujourd'hui, en réalité, même si l'ennemi est peut-être 800 mètres plus loin, c'est pas pour ça que l'école ou le commerce ou la maison n'est pas menacée. Elle est menacée depuis, ça fait 30 ans. Exactement. On entend souvent dans ces villages frontaliers des personnes qui racontent des coups de feu, des coups de sniper sur les écoles, qui atteignent leur maison. Absolument, absolument. Donc la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui réduira l'insécurité de ces gens-là? Est-ce que c'est le fait d'avoir une épée de Damoclès suspendue en permanence au-dessus de leur tête, avec une guerre qui peut reprendre à tout moment, parce que au fond, il n'a jamais été convenu entre les deux États que la guerre s'arrêtait? Ou est-ce qu'au contraire, on tente le coup, si je puis dire, parce que si on regarde l'histoire de l'Arménie, on n'a pas souvent tenté ce coup-là, ou des Arméniens en général, je fais pas le procès de la République d'Arménie, bien au contraire. Est-ce qu'on tente le coup? Est-ce qu'on essaye de se mettre d'accord, d'avoir des accords? Et puis, après cela, eh bien, si la parole respectée n'est pas donnée, on aura peut-être un peu plus de raisons, si je puis dire, d'aller crier au feu. Alors maintenant, prenons la question très concrète de la route dont vous parliez. En réalité, c'est pas seulement l'Arménie qui a un tronçon de route. Si on regarde la carte, l'Azerbaïdjan aussi a un tronçon de route. Et les problèmes concrets de ce type-là vont concerner en fait les deux parties. Donc on peut aussi... Alors, on peut ne pas trouver de solution, et ce serait évidemment très embêtant et grave. Il y a en fait des solutions, je pense, sur lesquelles le gouvernement est en train de réfléchir. Ce délai que j'ai spécifié de 3 mois, c'est pas pour rien. C'est également pour pouvoir résoudre ce genre de problème très concret. Par exemple, eh bien, si la route se retrouve coupée sur une petite portion, quelle bretelle de délestage peut-on mettre en place pour opérer un contournement? Sachant encore une fois que si la partie adverse décide de repeupler, on ne sait pas ce qu'ils feront, hein. Peut-être qu'ils repeupleront, peut-être qu'ils repeupleront pas. Peut-être que ce sera simplement des gardes frontières. Si jamais ils décident de repeupler, eux aussi vont se frotter à ce même type de problème et eux aussi devront mettre en place des solutions. Donc c'est peut-être des choses qui pourront donner lieu à des formes de coopération minimale un peu sur le terrain sur des problèmes très concrets. Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'il y a ces 3 mois
de délai devant nous, un peu plus, 3 mois et demi, qu'on peut les utiliser de 2 manières. On peut les utiliser en faisant des manifestations et en faisant en sorte que le processus capote. Et alors j'aimerais qu'on soit très clair sur ce qui pourrait déboucher dans ce cas-là, non seulement pour les habitants du Tavush, mais pour l'Arménie tout entière. Ou alors on peut utiliser ces 3 mois pour, comme je disais tout à l'heure, un peu trivialement tenter le coup, trouver des solutions bien sûr pour les villageois qui ont des parcelles de terrain qui vont se retrouver de l'autre côté, ou qui ont peut-être des maisons qui vont se retrouver de l'autre côté, les écoles qui vont se retrouver tout près, comment faire en sorte que pour les écoliers, ce soit sécurisé. Donc tous ces problèmes très concrets, leur trouver des solutions, et faire en sorte que cette section pilote aille à son terme et se déroule correctement. Ouais, vous avez noté justement des manifestations, c'est des manifestations qui sont en cours depuis le... Donc au-delà des villageois qui ont barré les routes justement qui mènent à ces villages frontaliers en désaccord avec la décision de Pachinian. Il y a également un mouvement qui est appelé Tavush pour la patrie. C'est un mouvement qui est mené par l'archevêque du diocèse de Tavush Bagrat Galsanian, qui est une figure, c'est un prêtre qui est très très apprécié en fait, qui est très... J'imagine qu'il doit avoir un certain charisme, mais en tout cas, il amène beaucoup de gens autour de lui. Et lui, il est en opposition totale avec Pachinian et face à sa décision. Et il dit, l'argument principal qu'il amène, c'est d'accord pour parler de démarcation, délimitation, mais après avoir signé un traité de paix. On parle de tout ça après, pas on donne pas, et puis... à chaque fois qu'on nous demande plus, on donne. Qu'est-ce que vous répondez à ce mouvement? Qu'est-ce que vous en pensez de ce mouvement? Vous avez un petit peu dit que... donc vous avez noté que les manifestations pour chambouler tout ça, c'était peut-être pas une super idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, je suis assez surprise de ce mouvement mené par Monseigneur Bagrat. En effet, il est très apprécié. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'en effet, les villageois du Tavush le voient un peu comme le... Je ne vais pas dire le Messie, je ne veux pas faire de mauvaises blagues ici, mais enfin c'est... Il le voit comme un meneur, comme un meneur, ou comme quelqu'un qui simplement vient leur faire croire à bon compte qu'il peut y avoir une solution alternative, sur laquelle personnellement je n'entends pas de, comme on dit, de roadmap derrière. La signature d'un traité de paix sans la provision sur la délimitation, ça veut dire qu'il y aura quoi dans le traité de paix? Ah oui, pardon, il reste la mention sur les voies de communication. Par qui est désirée la voie de communication qui passe aux Zingezouch? Ouais, donc pour mettre ça en contexte de nouveau, ouais. Donc c'est un chemin, donc c'est un corridor qui est imaginé, qui a été proposé par l'Azerbaïdjan et la Russie, qui relierait l'exclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan à l'Azerbaïdjan en passant par le sud de l'Arménie, et donc qui couperait également avec l'Iran, quoi. Exactement. Donc ça, c'est ce que demande l'Azerbaïdjan, ce que refuse l'Arménie en disant... Parce qu'en plus, l'Azerbaïdjan ne veut pas qu'il y ait de garde frontière arménienne qui s'occupe de contrôler tout ça, de faire du monitoring, mais que ce soit un chemin soit géré par les Russes, ou bien que ce soit un chemin libre où les Azerbaïdjanais pourraient traverser sans problème le territoire arménien. Donc ce qui est inimaginable pour les Arméniens, évidemment. Et donc... Dans ce cas-là, et en plus, c'est une demande qui a été formulée juste le 23 avril, je pense, par Ilham Aliyev en disant qu'il ne renonçait pas au corridor du Zingezur après avoir déclaré qu'il y avait un début de démarcation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que je vous pose la question, Annie. S'il n'y a pas la délimitation dans le traité de paix, alors il reste quoi sur lequel l'Arménie peut potentiellement se mettre d'accord avec l'Azerbaïdjan? Et vous avez parfaitement raison de souligner que l'Arménie a refusé et refuse bec et ongle l'idée d'un corridor, qu'elle a redit qu'elle acceptait tout à fait, et même qu'elle était intéressée à ce qu'il y ait une voie qui s'ouvre, un transit qui puisse se faire, y compris de manière facilitée, qui puisse être dans l'intérêt des deux parties, mutuellement. Et je remarque que notre Sainte Mère l'Église ne s'est pas adressée pour soutenir le gouvernement au moment où le gouvernement, en août 2022, a refusé bec et ongle cette solution, qui lui était demandée, donc ce corridor, qui lui était demandé par l'Azerbaïdjan, qui lui était demandé par la Turquie, qui lui était demandé par la Russie. Et deuxième élément, vous disiez tout à l'heure, Monseigneur est très apprécié par les villageois, mais
le vrai problème qu'il y a derrière, c'est que ce sont des partis politiques, si vous voulez, qui auraient dû s'engager dans une véritable discussion constructive, j'entends, hein, et pas chacun campe sur ses positions et insulte le suivant, sur les tenants et les aboutissants. Quitte, par exemple, à proposer au gouvernement arménien des voies d'amélioration sur certains points considérés comme problématiques. Et au lieu de faire ça, c'est finalement un prêtre qui se retrouve à faire de l'agite-propre au niveau des habitants du Tavouche sans rien leur proposer de concret. Mais c'est un prêtre qui est politisé aussi, il faut le dire. Hein. Tout à fait, c'est pas n'importe quel prêtre. Oui. Son CV est assez éloquent en réalité. Et puis il a été aussi au diocèse du Canada, qu'il a un parcours en diaspora. Monseigneur Bagrat est proche du parti Tashnak Tsutsune, c'est un secret pour personne. Il est aussi proche de l'ancien président Kotcharian. Dans son mouvement, dans sa marche donc, du Tavou jusqu'à Erevan, parce qu'il marche pour venir là le 9 mai et continuer la manifestation et le rassemblement contre la décision de Pachinian. On le voit, à côté de lui, il y a des membres de l'opposition aussi. Bien sûr, il y a des membres de l'opposition. C'est un peu, on a l'impression que c'est aussi peut-être un peu une manière de récupérer le mouvement et sans vraiment... on ne sait pas trop si l'opposition est vraiment d'accord avec l'archevêque de manière générale ou le soutien, ou c'est juste par défaut, juste pour être en opposition à ce que décide Nicole Pachinian de manière générale. L'opposition n'est pas très appréciée en Arménie, comme on le sait. L'opposition, malheureusement, ne fait pas son travail comme elle aurait pu le faire depuis qu'elle est membre de l'Assemblée en 2021. Donc ce n'est pas une opposition, et c'est certainement pas un cadeau pour le gouvernement que de ne pas avoir d'opposition réelle. Et puis d'un autre côté, comme vous le dites, il faut mettre A avec B, et en fait la photo de famille est assez parlante. Vous avez l'Église, vous avez les partis politiques traditionnels qui jouent à plus nationaliste que moi, tu meurs. Pardon de le dire un peu trivialement, mais c'est de ça dont il est question. Donc le Tashnak Tsutsune, le Parti républicain, un peu moins, mais quand même, voudrait bien récupérer le pouvoir si c'était possible. Et bien sûr, la fraction Rayastan. Et puis derrière tout ça, en fait, ce qui se joue, c'est la problématique de la décolonisation de l'Arménie. Hein. C'est aussi simple et clair que ça. Donc, et là, je lis la question de la délimitation à cela. Sans délimitation des frontières, sans fin de la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, il n'y aura pas de dévassalisation possible de l'Arménie par rapport à la Russie. Donc, on sait, le gouvernement l'a dit, le répète, qu'ils tentent tout ce qu'ils peuvent pour diversifier les partenaires de l'Arménie à l'international. C'est laborieux, c'est long, on marque des tout petits points de manière très graduelle. Ceci étant, si demain il devait y avoir, par exemple, une escalade à grande échelle sur l'Arménie, à part des déclarations de bonnes intentions, il y aurait sans doute rien d'autre. Et nous sommes toujours membres de la fameuse alliance sur le papier. Traité de sécurité. Voilà, avec la Russie. Donc, ce qui se joue aujourd'hui, c'est la possibilité pour l'Arménie, j'espère dans un futur pas trop lointain, à quelques années, de réussir le pari de la dévassalisation. Et le gros défi, c'est que l'Arménie a 2 combats à mener de front, si vous voulez. C'est réussir à faire diminuer le degré d'hostilité exercé par ses voisins sur elle, et de réussir à faire diminuer le degré de dépendance par rapport à la Russie. Si on parle, on parle aussi de la Turquie et du fait que l'objectif d'Erdogan, c'est quand même d'avoir un pan-turquisme. On n'arrête pas de le noter, que géostratégiquement, c'est ce qu'il cherche absolument, d'où son soutien aussi à l'Azerbaïdjan pour pouvoir traverser et de réunir tous ces pays pan-turquistes, donc qui comprennent le Turkménistan, l'Azerbaïdjan, et je laisse certainement tomber quelques pays en chemin, sachant qu'il y a un objectif concret d'impérialisme. Est-ce qu'au final, on va vraiment lâcher la grappe à l'Arménie d'une manière ou d'une autre, quoi? Je peux pas vous répondre. Personne ne peut répondre à cette question. C'est l'énorme pari d'avoir un État souverain et indépendant dans une région très compliquée. On peut décider qu'on n'y arrivera pas, et dans ces cas-là, on fait le choix de la Sainte Mère Russie. Et puis, on demandera à la Russie de bien vouloir venir nous protéger, si elle a le temps, si elle peut, si elle veut bien, en échange de quoi, vous me le direz. Ce sera le Zangezur, ce sera peut-être un peu plus même, parce que le Zangezur, en fait, si on en est à faire des demandes et des prières, ce sera un peu plus que le Zangezur.
ou alors on décide que ce pari qu'on a commencé à prendre en 1988, qu'on a continué en 1991, qu'on a repris quelque part avec la révolution de velours, même si je voudrais pas qu'on ramène la discussion sur un pivot géopolitique, parce que pour moi c'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit véritablement de la question de la souveraineté de cet État arménien. Donc est-ce qu'on fait le pari qu'on veut continuer? Est-ce que c'est important pour nous ou pas? Je crois qu'à la fin des fins, c'est à cette question-là que chacun doit répondre. Et si c'est important pour nous, si c'est la valeur primordiale pour nous que de faire en sorte que cet État souverain existe, qu'il prospère, que les gens ici soient heureux de vivre ici, qu'ils s'y sentent en sécurité, eh bien nous devons tenter le pari d'en passer par ces phases-là. Oui, il n'y a aucune garantie que ça marche, aucune garantie que la délimitation se passe bien, il n'y a pas de garantie que l'Azerbaïdjan tienne sa promesse. En revanche, si on ne le fait pas, on a toutes les garanties d'aller à une catastrophe. Quand on regarde l'histoire des Arméniens, on a tellement de fois péché en ne faisant pas ce qui était possible et accessible pour nous aujourd'hui, et ce qui est possible aujourd'hui ne l'est plus 6 mois plus tard, ou 2 mois plus tard, ou 3 mois plus tard. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, en tout cas c'est comme ça que j'ai envie de le lire, cette volonté du gouvernement d'absolument tenter la paix, avec des maladresses au passage, avec plein de choses qu'on peut critiquer, mais je suis pas là pour jouer au blame game, comme on dit, c'est tenter ce pari-là. On va parler d'un autre sujet, mais toujours lié à l'Arménie. Vous, en ce moment, vous travaillez aussi sur les groupes de formation paramilitaire arméniens. Il y en a 3 principalement, c'est Voma, Zatazen et Metz-Tigran. Ce sont des groupes qui forment au terrain de combat, qui prennent des éléments militaires, mais qui forment des civils, donc des personnes volontaires qui viennent et qui veulent se former, je ne veux pas dire à l'art de la guerre, mais en tout cas à un certain militarisme. Pendant la guerre de 2020 et depuis lors, en fait, ils ont connu un regain de popularité. Il y a beaucoup de personnes qui se rendent à leur formation de manière bénévole. Ils ont un succès plutôt un grand succès. Qu'est-ce qui rend, à votre avis, maintenant, ces groupes aussi populaires ou aussi attractifs, et qu'est-ce qui les rend de manière générale très spéciaux à vos yeux? Merci pour cette question, Annie. En effet, c'est un sujet de recherche qui, en fait, commence à dater. Je le mène avec une collègue, je vais la citer ici, Aude Merlin, de l'Université de Bruxelles. Oui. Et je la salue. Mais je reprends tout de suite le terme que vous avez employé de groupe paramilitaire. Ce n'est pas le bon terme. Nous travaillons sur les acteurs non étatiques de la défense. Okay. Et quand on dit groupe paramilitaire, si on essaye de distinguer des catégories de groupes paramilitaires dans le monde, on a quoi? On a une première catégorie qui sont des guérilleros, des insurgés, ce genre de choses, qui sont complètement hors des circuits étatiques, si je puis dire. On a une deuxième groupe qui sont formés par exemple, des groupes de mercenaires. Troisième groupe qui sont formés par des sociétés de sécurité privées. L'Arménie, et notamment les groupes que vous avez cités, mais pas que, vous semblent rentrer dans une de ces 3 catégories? Non. Non, bah voilà, tout à fait. Et précisément, ils ne rentrent pas dans ces 3 catégories. En fait, ce qu'on a en Arménie, c'est quelque chose d'ailleurs que des chercheurs, des collègues et des amis ont étudié pour l'Ukraine, c'est ce qu'on appelle la défense territoriale. Donc vous l'avez dit très justement, ce sont pour 80-90% d'entre eux des civils qui souhaitent se former et qui sont formés par de petits groupes qui ont acquis via des expériences de guerre, via parfois des passages en tant que militaires professionnels, des expériences de combattants, une certaine expertise, si je puis dire, dans la guerre, dans la tactique, dans le tir, parfois dans le combat de montagne, donc différentes spécialités, et qui ont un rôle dans des formations en fait assez basiques de civils volontaires qui peuvent servir le moment venu et en cas d'urgence, en cas de guerre massive, de réserve pour venir suppléer à l'armée régulière. Donc vous voyez qu'on n'est dans aucun des 3 premiers cas de groupes paramilitaires que j'ai cités, et les groupes que vous avez nommés tout à l'heure ont tous des relations avec l'État. Elles ne sont pas toujours simples, ces relations, elles sont empreintes de compétition, de conflictualité, mais elles sont aussi collaboratives. C'est ce qui les rend extrêmement intéressantes. Par exemple, quand ces groupes sont appelés à opérer
dans des situations d'escalade armée ou dans des situations de guerre, ça a été le cas en 2020, ça a été le cas en 2016, ces groupes rejoignent les rangs du ministère de la Défense et ils reçoivent armes et matricules via le ministère de la Défense. Donc on est typiquement dans le cas de la défense territoriale. Ce qui manque à l'Arménie, c'est un cadre juridique qui soit suffisamment fin pour rendre l'opérationnalisation de cette défense territoriale à la fois très efficace et en même temps parfaitement bien régulée du côté de l'institution publique. Voilà. Et donc, est-ce qu'on a des personnes qui se rendent aux frontières et qui gardent en quelque sorte les frontières arméniennes via ces groupes-là? Oui, il y a parfois des demandes qui sont faites, notamment quand les effectifs de l'armée ne suffisent pas. On a quand même perdu 5000 personnes dans les 4 dernières années. Et on a des frontières qui sont infiniment plus longues qu'elles ne l'étaient avant. Donc ça peut tout à fait arriver, et ça arrive. Par ailleurs, ces groupes jouent aussi un rôle très intéressant en termes de lobbying, j'allais dire, des pouvoirs publics, des groupes parlementaires, mais aussi du ministère de la Défense, pour soulever un certain nombre de problèmes qui sont considérés, sur lesquels l'action publique est considérée comme défectueuse. Et donc, ils viennent, et si je puis dire, ils disent, là-dessus, vous pourriez faire ça, nous aimerions que vous fassiez mieux, par exemple, sur l'organisation de la réserve, sur... je vais vous donner un exemple, il y a la loi sur la durée, par exemple, de l'entraînement des réservistes, était encore à 3 mois après la guerre de 2020, elle a été raccourcie à 25 jours, c'est en grande partie le résultat de ces actions de lobbying menées par ces groupes-là. Pourquoi diminuer pourquoi passer de 3 mois à 25 jours? Alors, il y avait plusieurs arguments qui étaient donnés, mais pour résumer, disons que les 3 mois en question sont très difficiles à trouver pour, imaginez si vous étiez un homme et que vous deviez pendant 3 mois quitter votre travail, votre famille, etc. On leur assure un salaire mensuel malgré tout. Oui, bien sûr, vous avez raison, mais ceci est nouveau. C'est une disposition nouvelle. Donc les 3 mois, c'était un laps de temps très long. Et en réalité, ce qui se passait, c'est que la majorité des gens, même quand ça leur arrivait d'être appelés pour venir s'entraîner en tant que réserviste, ils trouvaient un moyen de ne pas y aller. Donc il était impératif de changer de toute façon ce système-là. Et il y avait plusieurs choses à voir, dont la durée. La durée n'était pas le seul facteur. Et donc ça a été ramené à 25 jours. Alors les professionnels, si je puis dire, de ce secteur, de ces groupes, ce sont des quasi-professionnels, en fait, ça fait tellement d'années qu'ils travaillent dans ce milieu, ce sont devenus des quasi-professionnels, plaidaient pour, en fait, ramener cette durée à 10 jours. Le VOMA, pour citer ce cas-là, mais il n'est peut-être pas le seul, a organisé des entraînements de réservistes depuis la fin de la guerre de 2020, que d'ailleurs le ministère de la Défense est venu observer et examiner à plusieurs reprises, et desquels il s'est dit content et même impressionné. Et le VOMA organise ça sur 10 ou 11 jours, et il trouve le format beaucoup synthétique meilleur. Donc voilà, c'est pour vous donner un exemple de co-construction, si je puis dire, d'une loi qui a été revue donc par les pouvoirs publics. Voilà. Et donc, ces groupes de défense, c'est quelque chose d'assez unique, ou bien c'est quelque chose qui existe dans d'autres pays? On a noté l'Ukraine. Oui. Est-ce que c'est en Ukraine, en Arménie, ou bien ça existe dans d'autres pays, ou c'est quelque chose de vraiment spécifique à notre région? Il existe d'autres exemples. Par exemple, on sait que les Arméniens souhaitent s'inspirer de l'exemple de la Finlande ou de l'exemple de l'Estonie. Donc, il y a d'autres sociétés qui sont passées par des situations à la fois de guerre totale, ou de menace de guerre totale, très dissymétriques. Et donc, il fallait résister sur la durée à un adversaire plus nombreux, mieux armé, etc. Donc, vous voyez que ça correspond assez bien à la situation de l'Arménie, raison pour laquelle un certain nombre d'acteurs, d'organisations arméniennes, depuis plusieurs années maintenant, demandent instamment au gouvernement d'examiner à fond un modèle de sécurité qu'on appelle de sécurité intégrée dans le jargon. Donc en fait, ça veut dire quoi de manière très simple? C'est-à-dire que la recommandation est faite de passer sur une doctrine qui permettrait à chaque cellule sociale, donc ça pourra aller jusqu'au niveau des individus, vous et moi, de savoir quel sera son rôle exact de mobilisation au moment d'une guerre. Ça n'implique pas que nous ayons tous des armes à la main,
Ça peut être sur la guerre de l'information, ça peut être... donc, il y a beaucoup de déclinaisons. Mais bien sûr, dans une doctrine de ce type-là, les groupes de défense territoriale jouent un rôle clé. Et c'est ce qu'on voit par exemple dans la guerre en Ukraine. Ça explique une partie de la capacité des Ukrainiens à résister depuis plus de 2 ans à la guerre massive qui a lieu sur leur territoire. Voilà. L'Arménie d'ailleurs, le gouvernement arménien a fait plusieurs fois ces derniers mois l'annonce qu'elle adopterait cette doctrine-là. Si j'ai bien compris, parce que ça a été évoqué encore assez récemment, il y a le souhait que la délimitation se poursuive, que le processus avance et que la doctrine soit adoptée en parallèle. Je ne pourrais pas vous dire exactement, peut-être un peu après, ou voilà, en priorité à la diplomatie, peut-être si je dois un peu simplifier les choses, priorité à la diplomatie, et puis juste après, passage sur cette doctrine-là. Mais il semble en tout cas qu'il y ait une volonté d'implémenter cette doctrine de sécurité intégrée au niveau de l'Arménie. Merci beaucoup Taline pour cette discussion. Merci à vous Annie. Merci d'être restée avec nous et continuez à suivre CivilNet.